Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la détection de secrets dans les infrastructures numériques avec Guillaume Valadon. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et Gaëtan Ferry. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Guillaume, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Tout à fait. Alors je suis Guillaume Valadon, je suis chercheur en sécurité chez GuideGuardian. Et puis comme les journées sont pas forcément assez remplies, je suis aussi rédacteur en chef de MISC. Et si l'un de vos auditeurs a envie de contribuer, je suis ouvert à toutes les propositions. Et puis depuis quelques années, j'ai aussi le privilège d'être l'un des mainteneurs de Scapy, même s'il faut dire qu'aujourd'hui c'est principalement Gabriel Potter qui assure le métier et la lourde charge de maintenir ce projet. Merci Guillaume. Gaëtan ? Je suis aussi chercheur en sécurité chez GuideGuardian. Je suis un modeste contributeur. À la différence de Guillaume, je ne suis rédacteur en chef de rien, mais j'essaye de faire mon métier du mieux que je peux. Et j'ai un background dans la sécurité offensive. J'ai démarré ma carrière principalement dans le Red Team. Et me voilà. Merci Gaëtan. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la détection de secrets. Mais quand on parle de secret, on parle de quoi ? Un secret, formule assez simple, c'est un petit objet, ça va être une clé, ça va être un login, un mot de passe, une clé d'API qui donne accès à un service. Et c'est typiquement quelque chose qui n'a pas vocation à être public, qui veut garder pour soi et pas partager. Il paraît qu'un secret, c'est une chose qu'on dit à une seule personne à la fois. Ou à aucune personne, si on prend le cas des clés privées asymétriques crypto. Oui, donc les secrets dont on veut parler ici sont les secrets qui sont utilisés dans les logiciels pour pouvoir s'identifier et s'authentifier sur des API, c'est ça ? C'est ça. Alors, dans des logiciels ou dans d'autres types de systèmes. En particulier, on peut penser à tous les services en SaaS ou les cloud providers ou tout un tas d'autres services. Mais oui, c'est bien l'idée. Et quand on parle de la détection de ces secrets, on va les chercher où ? On va les chercher dans deux espaces différents, ce que nous, chez GuideGuardian, on considère deux espaces différents. On va avoir l'espace public et l'espace privé. L'espace public, ça va être typiquement GitHub, où des développeurs, de façon soit complètement consciente, soit inconsciente, vont mettre ces secrets dans un repo. Ça peut être Docker Hub, et puis tout un tas d'autres sources privées, parce qu'on voit par exemple des choses même dans des choses liées à des modèles de ML, où les secrets vont fuiter. Et puis il y a le domaine privé, où ça va être par exemple une instance GitLab privée, tout pareil, une image Docker privée, des messages Slack, des emails, dans lesquels vont traîner un petit peu trop des secrets qui ont été mis là en dur, parce qu'on se dit que en privé c'est plus sûr et il va jamais rien se passer de catastrophique. Et donc l'idée c'est d'aller trouver ces identifiants de différents types, certains plus faciles que d'autres à détecter, et d'être capable de les remonter. Qu'est-ce qui fait qu'un secret devient public, entre guillemets, ou arrive dans un endroit où il est accessible par des personnes qui n'y auraient pas accès ? Est-ce que c'est par exemple via un fichier de log ? Est-ce que c'est via de la malveillance ? Ou est-ce que c'est purement accidentel et ou c'est les développeurs qui sont pas forcément sensibilisés aux bonnes pratiques de sécurité ? Ça peut être un peu de tout ça à la fois. Ce qu'on va voir le plus souvent, c'est de l'erreur humaine. Un développeur qui, malencontreusement, va avoir typiquement un fichier .env qu'il utilise pour faire du dev en local et qui va se retrouver poussé sur son repo public parce que simplement il a mal configuré son gitignore ou il a juste pas fait attention que le fichier était dans son arborescence. C'est le cas le plus commun, ça, et puis bien sûr des secrets qui seraient hard-codés dans un bout de code et en fait on se rend pas forcément compte qu'on est en train de le publier quand on va pousser son code. Les autres cas existent aussi, sont à mon avis plus à la marge. Le secret dans les logs, c'est un problème à part entière. On voit des secrets dans des logs. On pourrait se dire que déjà de base un log n'a pas grand-chose à faire sur un repo en particulier public. Quand il s'y trouve, c'est généralement déjà un problème. Quand ils contiennent des secrets, c'en est encore plus gros.
Et puis les actes malveillants aussi récemment sont devenus une source de fuite de secrets. Ce qu'on a pu voir par exemple avec les campagnes Shai-Hulud de fin 2025, où les attaquants, comme vecteurs d'extraction de secrets, vont aller les pousser, donc collecter des secrets chez les victimes et les pousser sur des repos publics. Donc c'est aussi une manière d'avoir du secret qui fuite dans des espaces publics, mais clairement le gros du volume va être de l'erreur humaine ou du manque de sensibilisation. Alors, on a l'erreur humaine et puis on a les erreurs des agents, des choses qu'on voit de plus en plus, où par facilité, l'agent va glisser un secret là où il ne devrait pas dans du code, dans un fichier de configuration. Donc c'est aussi des typologies de fuite de secrets qu'on va pouvoir voir, qui vont être dans des fichiers de configuration à côté du code. Et les agents participent un petit peu à tout ça de façon insidieuse, on s'en rend pas compte. Il y a aussi des technologies qui vont pousser un peu à faire ça. Typiquement l'an dernier, on a vu l'arrivée de MCP. Et puis, quand on regarde un petit peu les documentations, elles encouragent un petit peu trop facilement le secret en dur dans des fichiers mcp.json. Et c'est des effets de bord de ces changements technologiques qu'on peut aussi voir dans ces fuites de données liées au secret. Après, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est pas toujours évident de savoir ce qui est secret. Je prends par exemple, un développeur va pas forcément mettre sa clé privée SSH dans un commit public parce qu'il voit à peu près ce que c'est. Par contre, des fois, il a besoin d'aller tirer des paquets, j'allais dire poulet, mais ça n'est pas français. Et le proxy d'entreprise va lui demander credential et il va se retrouver avec un fichier de config IntelliJ dans lequel il y a une variable proxy pass, par exemple, qui est en fait son login sur le proxy d'entreprise et qui est en fait un compte valide dans son entreprise. À l'inverse, dans OAuth, il y a le client ID et le client secret, et le client secret n'est pas un secret. Donc, c'est parfois assez confusant quand même pour le développeur. Le fait est que ce qu'on observe, c'est que tout type de secrets vont fuiter, pas uniquement des secrets qui n'en ont pas forcément l'air, des non-secrets. C'est ceux sur lesquels on va généralement le plus communiquer, c'est ceux dont on entend le plus parler aussi dans les compromissions réelles qui suivent les fuites, et ça va être des secrets que tout le monde sait être des secrets. On parle d'authentifiants, de jetons d'authentification sur AWS ou sur d'autres types de cloud providers. Tu citais le cas des clés privées SSH, c'est des choses qu'on observe aussi, pas forcément dans un très gros volume, mais c'est des cas qui vont arriver. Et du OAuth et de tout type. Donc c'est probablement un problème de réussir à avoir un niveau d'éducation suffisant chez les développeurs pour faire la différence entre ce qui constitue un vrai secret et ce qui n'en constitue pas un. Dans la majeure partie des cas, j'ai envie de croire que les développeurs savent faire la différence pour la majeure partie des secrets. Le cas du proxy d'entreprise, je pense, est intéressant dans la mesure où, à mon sens, ce qui va pêcher en termes de compréhension n'est pas forcément la compréhension du fait que l'élément qu'on est en train de fuiter est un secret, mais plutôt le périmètre auquel ce secret-là va avoir accès. Ce qui est un problème encore un peu différent et un peu plus compliqué. Parce que quand on met un mot de passe dans son code, on sait qu'on écrit un mot de passe. Et on sait qu'il va... Enfin, on n'imagine pas ou on ne se figure pas qu'il va finir par fuiter, mais on sait que c'est un mot de passe et qu'a priori, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'écrire sur la boîte aux lettres de son voisin. En revanche, le fait que ce mot de passe-là, non seulement donne accès au proxy, mais aussi potentiellement permet de s'authentifier sur l'Active Directory de l'entreprise ou ce genre de périmètre très, très corpo, est probablement plus difficile. Et sur le bon secret et le mauvais secret, parce que finalement c'est un peu la question de Nicolas, il y a même des fois où on ne sait pas vraiment, et typiquement des secrets Google, historiquement liés à Google Maps. Donc finalement l'usage est public et admis, et c'est même conseillé dans la documentation. On va avoir tendance à se dire que ce secret en dur, il est normal, vous pouvez le voir dans un navigateur, parce que le service web que vous utilisez vous affiche une carte. Et donc pour à ces fins-là, il y a une clé d'API qui est là, mais la clé d'API peut changer. Et très récemment, ces fameuses clés qui étaient historiquement utilisées pour des services publics, se sont transformées avec l'arrivée encore de l'AI et du ML. Et désormais, ces clés qui sont publiques, on peut les utiliser pour s'authentifier auprès de Google et faire des requêtes auprès de Gemini. Et là, la problématique de là, c'est qu'on part sur des clés d'API qui changent complètement de périmètre et qui peuvent en générer des coûts bien supérieurs à ce qu'on pensait.
Oui, alors là, c'est l'exemple d'une clé qui a changé d'usage. Mais la question initiale, c'était comment vous faites la différence entre les vraies et fausses clés et les fausses vraies clés? Et ben c'est un peu ça, parce que justement, de base, cette clé-là, elle l'était historiquement publique et utilisable publiquement, et l'usage a changé. Oui, là, c'est un changement. Mais elle était l'exemple d'une clé qui semble être secrète et qui en réalité ne l'est pas. Et puis, il y a le cas des clés qui semblent ne pas être secrètes et qui en réalité le sont. Comment vous y voyez clair, vous, pour les repérer? Bah, j'ai envie de dire, la réponse simple dans cette affaire, c'est que quand il y a un doute, mieux vaut le notifier et laisser la personne qui va avoir la connaissance du périmètre faire le tri. Parce que malheureusement, il y a énormément de cas où la différence entre un secret secret et un secret pas secret, ce qui est déjà un concept assez étrange, va se faire selon le périmètre d'application de ce secret-là. Et donc va en fait dépendre de l'endroit ou de la manière dont on va le gérer. Pour être plus clair, disons un secret à usage finalement public et un secret à usage privé. Ouais, c'est bien, c'est là que j'allais en venir. J'avais un exemple en tête. Quelque chose qu'on voit de temps en temps, c'est des mots de passe qui permettent de se connecter à des bases de données qui sont publiques, en tout cas accessibles publiquement sur Internet, et qui contiennent des grosses données des grosses quantités de données, et qui s'avèrent, après étude un peu fine, contenir des données qui sont en fait un open data d'un gouvernement, d'une entreprise qui met à disposition ces données-là. Et malheureusement, de manière complètement automatique, c'est pas possible de vraiment faire la différence a posteriori entre une base de données de ce type et une base de données qui va effectivement contenir des données d'entreprise, corpo. En tout cas, c'est pas possible de le faire en regardant simplement le secret. Surtout si, mettons, l'adresse de la base est une adresse IP sur AWS ou que sais-je, qui est au final assez obscure. En fait, c'était effectivement une question piège de ma part parce que je voulais savoir si vous alliez répondre à expression régulière. C'est vrai qu'il y a certains jetons, par exemple tous les jetons d'accès Google Cloud commencent toujours par YK29 dû à l'encodage qui est utilisé. Mais du coup, certains éditeurs ont carrément bougé sur des secrets qui sont faciles à identifier. Par exemple, tout ce qui est GitHub va avoir GH, une lettre, un underscore, et ensuite une valeur aléatoire, ce qui est complètement différent d'aller identifier un mot de passe, par exemple, parce qu'un mot de passe, ça peut être un mot-clé du langage C, ou ça peut être un mot du dictionnaire. Au moins, avec ce type de format, on arrive à avoir des secrets qui sont identifiables comme des secrets assez facilement, on va dire, par analyse de code source, quoi. Chez GitGuardian, on a deux mots, deux noms différents pour qualifier ces deux types de secrets. On a ce qu'on appelle les secrets spécifiques, qui vont correspondre à ces secrets qui vont suivre un format bien connu, facilement identifiable, tels que les jetons GitHub qui sont préfixés par GHP, GHO, etc. Et les secrets qui vont être dits génériques et qui, eux, ne suivent pas de format particulier. Et là-dedans, on va retrouver tout ce qui va être les mots de passe ou des secrets qui sont pas identifiables en amont. J'en sais rien, une clé de chiffrement AES, par exemple, qui ne suit pas de format particulier. Et clairement, il y a vraiment deux niveaux de challenge différents quand on analyse ces secrets-là. Les secrets spécifiques sont en fait très simples à trouver, avec simplement, comme tu disais, une expression régulière. On peut facilement le trouver et puis facilement savoir à quoi ça correspond. Le secret générique est plus difficile à analyser dès lors que il ne suit pas de format et on n'a pas de service associé simple à trouver. Chez GitGuardian, on a toute une machinerie qui permet de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est moins bon dans les secrets génériques. Mais c'est des machineries assez complexes qui vont utiliser des modèles de machine learning, qui vont se baser sur le contexte d'apparition du secret, etc., pour essayer de le qualifier. Mais c'est effectivement un travail qui est assez différent et plus difficile. Parce que effectivement, mais si on parle beaucoup de secrets depuis le début, on sort pas dans la rue, on trouve pas un secret qu'on pourrait trouver une clé USB et la brancher. Le secret, il va être quelque part. Il va être dans un message Slack, dans un email, dans un document Word, dans un document Excel. L'imagination est la limite. On trouve des trucs assez folles au quotidien. Et c'est ce contexte-là qui va permettre justement de savoir quoi faire d'un secret et plus spécifiquement de savoir quoi dire
et comment remonter l'information de l'utilisateur sur un secret que nous, effectivement, on appelle générique. Et on peut trouver beaucoup de contextes. L'an dernier, on a amené des tests sur des modèles de machine learning et a priori, le moteur trouvait un login, un mot de passe et puis un nom d'hôte. Et le machine learning va dire, en fait, ça, si vous n'avez pas remarqué, c'est des secrets d'authentification pour une base de données. Et ça, c'est intéressant parce que quand on a la connaissance des mots-clés, un humain aurait pu s'en apercevoir. Il y a le mot-clé Snowflake, et Snowflake, c'est une base de données en SaaS. Et ça, un moteur de regex, un moteur assez simple de détection de secrets, il vous le dit pas. Quelque chose de plus évolué, qui a su apprendre avec du contexte, va vous dire votre login et votre mot de passe ici. Et ben, c'est pas seulement un login et un mot de passe, ça va être des identifiants sur un service SaaS de type Snowflake. Et ça, c'est très intéressant avec ces modèles. On peut aller beaucoup plus loin sur l'attribution. Et si en plus, dans le contexte, vous allez avoir, par exemple, No Limit Secu à côté, comme nom de base de données, là, on peut se dire, il y a un signal intéressant qui semble indiquer que ce secret-là appartient bien à No Limit Secu et permettrait de s'authentifier sur une base de données Snowflake. Et là, on ne parle plus nécessairement de code, mais comme tu le disais, de mails, de documents, de... Oui, tout à fait. En fait, historiquement, notre activité, c'était GitHub, d'où le nom de la société, GitGuardian. Et puis, nos clients, petit à petit, se sont aperçus que ces secrets-là sont pas seulement dans du code source. Ils peuvent vraiment partout. Et puis, nos clients, et puis d'autres, typiquement, une histoire que j'aime beaucoup, il y a 2 ans environ, un développeur de Disney a installé un logiciel qu'il a trouvé sur GitHub, parce qu'il le trouvait intéressant, et s'est fait voler des tokens d'authentification Slack, suite à quoi les attaquants ont volé plusieurs terras de messages Slack, et ont par la suite aussi... J'ai pas compris, comment il s'est fait voler les authentifications Slack ? Assez classique, un petit peu ce qu'expliquait dans un épisode précédent de ce qui était expliqué par Bridchens. Il a installé un logiciel sur GitHub, un logiciel qui, dans mon souvenir, était encore lié à l'AI ou ML pour aller plus vite. Et puis ce logiciel-là, il y avait un infostealer à l'intérieur, et donc ça lui a volé ses clés d'authentification. Un grand classique. Donc c'est vraiment ce qui était dit sur Bridchens. On veut aller plus vite, on veut installer quelque chose de gratuit. Et on rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent écouter cet épisode. Tout à fait, oui. C'est très en lien avec ce qu'on fait, avec une approche très différente au niveau de la détection, mais qui, in fine, arrive du point de vue de l'attaquant, à récupérer des secrets d'authentification pour ensuite aller faire des attaques plus poussées. Non, mais j'ai coupé, continue l'anecdote. L'anecdote de Slack avec ce vol de secrets. Et suite à ce vol de secrets, plusieurs terras de messages Slack qui sont sortis dans la nature, et puis le grand classique de la fuite de secrets, la détection de secrets, les attaquants dans des nouvelles données, nouveaux messages, détectent à nouveau des secrets et puis commencent à pivoter dans les infrastructures de plus en plus profondément. Et ce que j'aime bien dans l'anecdote de Disney, c'est qu'ils ont décidé comme moyen de protection d'arrêter Slack et de commencer à utiliser Teams. Je trouve ça assez mignon comme anecdote. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ce genre d'attaque existe dans le monde réel. Est-ce qu'on a des statistiques un peu sur ce que font les attaquants ? Quels sont les secrets qu'ils affectionnent particulièrement ? J'imagine que, je sais pas, un refresh token valable 1 heure va pas être la même chose qu'un access token valable 30 jours ou ce genre de choses. C'est quelque chose d'assez intéressant qu'on voit, et on retombe un peu sur le sujet, mais quand on analyse le code des infostealers, typiquement début mars 2026, il y a eu le retour d'une campagne d'infostealers qui s'appelle Glassworm. Et quand on regarde le code de ces infostealers, en l'occurrence celui de Glassworm, on se rend compte qu'ils vont après des types de secrets bien spécifiques, qui sont généralement soit des secrets qui vont leur permettre de faire du profit immédiatement. Donc là, on parle de secrets liés à des wallets crypto en particulier, ou des secrets d'infrastructure cloud qui vont leur permettre de déployer des crypto-miners ou de faire parler leur imagination pour gagner de l'argent. Ou alors, et donc ça c'est un peu plus récent, des secrets qui vont leur permettre de répliquer une propagation. Donc là on parle de malware qui vont chercher à faire à se wormer, à se transformer en ver. Et donc à ce moment-là, ils vont chercher des secrets qui vont permettre d'accéder à des gestionnaires de paquets, à des dépôts GitHub, tout un tas d'endroits où ils vont pouvoir déployer des malwares et contaminer plus de personnes et gagner plus de credentials, plus de secrets. L'idée étant, in fine, de faire de l'argent, bien entendu.
Et du coup, quelles sont les tendances dans le domaine? Je pense particulièrement aux clés d'API pour l'IA, par exemple. On entend régulièrement des gens se retrouver avec des factures de plusieurs centaines de milliers de dollars suite à des vols de clés. Et ça peut être une tendance, on va dire 2026. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme évolution dans les techniques d'attaque? Le cas des clés d'IA est intéressant. Sur la donnée de 2025, malheureusement, on est encore tôt en 2026, on n'a pas beaucoup de recul sur la data de cette année. Sur celle de 2025, les clés d'API qui donnent accès à des services d'IA sont celles qui ont le plus augmenté en nombre de leaks. Sur 2025, on en a plus d'1,2 million, ce qui représente une augmentation de 80% par rapport à 2024. Bah oui, mais enfin, c'est normal, puis c'est le plus intéressant. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant. Bah, ça va coûter de plus en plus cher, les IA, donc... En tout cas, ça permet de faire de l'argent. Et il y a eu des campagnes d'utilisation de ces clés d'IA pour faire tourner des services dont on préférera taire l'activité précise, dans le but de générer de l'argent très vite avec ce type de clé. Et il se trouve que c'est le type de clé qui fuite le plus aussi. Enfin, en tout cas, parmi ceux qui fuitent le plus, ou en tout cas parmi celles dont le ratio de fuite augmente le plus. Ce qui était vraiment une des grosses tendances de 2025, ce qui a au final rien de surprenant vu l'explosion du nombre de services IA sous-jacents. Il y a plusieurs effets là-dedans qui sont pas forcément très naturels, mais on voit en observant les commits une explosion aussi de commits qui sont faits à l'aide d'IA. Donc typiquement Claude, on va avoir des signatures assez nettes dans les commits, co-authored by Claude Code. Donc on voit cette explosion d'un grand nombre de commits. On voit donc cette explosion aussi de nombre de clés d'IA. Et puis par-dessus ça, de nouveaux usages. Janvier 2026, on a une explosion d'un projet qui s'appelle OpenClaw, donc un nouvel agent d'IA censé aider à aller plus vite. Et nous, ce qu'on voit comme effet de bord en termes de fuite de données publiques, ça va être des gens qui, bien que la doc dise si vous faites une sauvegarde de votre OpenClaw de sa mémoire dans un repo Git, il faut faire un repo privé, ces données-là finissent de façon publique. On a trouvé des trucs assez farfelus. On a trouvé typiquement des clés qui donnaient accès à des clusters Kubernetes dans la mémoire d'OpenClaw. Et donc la typologie de ces fuites de données, elles sont vraiment variables. In fine, ce qu'on voit aussi, ça va être bien beaucoup de gens qui arrivent sur cette discipline de l'informatique, de l'installation de nouveaux services, et puis des bonnes pratiques qui sont pas forcément connues ni partagées, et des outils qui sont pas encore là pour aller bloquer tout ça. Nous, on a un service GitGuardian, le premier service qu'on appelle le bon samaritain ou Good Samaritan. Si vous faites fuiter une clé d'API dans GitHub, il y a une forte chance que vous receviez un email et qu'on vous dise attention, vous avez fait fuiter un email. Et c'est le service qu'on offre à la communauté, un service de détection de secrets qui, on l'espère, permet de faire prendre conscience de cette problématique et aussi d'aider les gens à s'en apercevoir, à révoquer les secrets et puis éviter la prochaine fois de les faire fuiter. Tu parles beaucoup de GitHub, mais est-ce que ça marche aussi avec GitLab, par exemple, ou avec la version GitHub entreprise hébergée en interne? Parce que tout le monde n'est pas sur GitHub, quand même. J'ose pas parler d'Adulact, même si tu vois ce que c'est, mais... D'ailleurs, moi, je comprends toujours pas ceux qui sont sur GitHub, mais bon... Non, mais moi, je suis sur GitLab privé, je comprends même pas d'être sur un truc public, mais bon. Hervé a récemment migré en dehors de SourceForge, donc... C'est une question qui est encore une fois assez intéressante. Alors le programme Good Samaritan, Bon Samaritain dont parlait Guillaume, fonctionne uniquement sur GitHub dans la mesure où c'est l'endroit où historiquement c'était le plus facile de suivre le contenu qui était publié. Et bien évidemment, ça fonctionne pas en source fermée type GitLab privé puisqu'on n'a pas accès au contenu. Ensuite, la question de privé versus public, donc typiquement GitLab self-hosté versus GitHub en public, est super intéressante. On retombe sur ce schéma dont on parle assez fréquemment et qu'on observe très souvent, qui est que les gens ont tendance à penser que ce qu'ils hébergent sur leur dépôt privé ou en self-hosté est plus en sécurité que s'il était sur du public. Alors, in fine, en tout cas dans l'absolu, c'est relativement vrai. Le problème, c'est que la différence entre le privé et le public peut assez vite devenir fine, voire disparaître, quand volontairement ou involontairement, on va se retrouver avec des dépôts privés qui vont passer public.
Je dis involontairement parce que on a vu des campagnes de malware, typiquement fin 2025, qui passaient des repos privés en public. Et donc là, on se rend compte que la quantité de secrets qu'on trouve dans ces repos est absolument extravagante, bien plus que dans des repos publics standards. Et on a mené une recherche aussi avec Guillaume mi-2025, où on est allé regarder ce qui dépasse, entre guillemets, de tous les GitLab qui sont self-hostés sur Internet. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une surface d'exposition qui est en fait assez importante, avec des gens qui exposent des dépôts qui sont en fait publics, sans forcément savoir qu'ils sont publics, et qui contiennent eux aussi des secrets. Et donc en fait, la frontière entre tout ça est assez fine. Cette conception que ce que j'héberge moi-même ou ce que je garde dans des repos privés est absolument en sécurité est généralement ou assez souvent démontrée comme étant fausse. Et GitHub, si on revient à la question d'Hervé, accélère un petit peu tout ça parce qu'en fait, on va arriver avec son propre login GitHub. Historiquement, c'est des choses que les développeurs aiment bien conserver. Conserver un login GitHub, c'est montrer qu'on développe, montrer tout son pédigré finalement. Et ben, les entreprises parfois autorisent ça. On a beau avoir une organisation complètement privée sur GitHub, on va autoriser Guillaume Baladon à pouvoir committer dans le code avec son login Guillaume Baladon, son login public. Et tout ça, ça favorise finalement du passage du public au privé, parce que rien n'empêche Guillaume Baladon de se tromper. Il a aussi des gros doigts, Guillaume, et de prendre un repo privé et le pousser dans un périmètre public. Et une des difficultés pour les entreprises sur ce type de déploiement, qui est pas forcément à favoriser, mais ça arrive, c'est que le compte de Guillaume est géré par Guillaume. Le compte de Guillaume n'est pas géré par la société pour laquelle il travaille. Donc ça fait quand même un mélange des genres qui peut être vite compliqué. Et pour en revenir à GitLab, ou un GitLab privé, il y a la notion de l'auto-hébergement et puis il y a aussi la notion, on en revient toujours à la sécurité périmétrique et à l'accès. Parce que ça reste aussi assez facile sur une instance GitLab privée d'aller passer un repo privé à public. Alors il reste public seulement sur votre instance, mais il y a ce petit bouton Explore, ce petit lien Explore qu'on peut cliquer sur une instance GitLab et aller assez naturellement et facilement accéder à tous les repos qui sont publics, même s'ils sont sur une instance privée mais accessible sur Internet. Oui, mais non, c'est un GitLab privé, c'est derrière un VPN privé. Et puis des exploitants de GitLab privé en toute sécurité, c'est pas ça qui manque. Enfin, des exploitants, je veux dire des infogéreurs. Ben, évidemment que j'auto-héberge pas moi-même. J'aimerais être aussi optimiste. Ah oui, mais moi je suis très optimiste. Maintenant, aujourd'hui, je reconnais que les gens utilisent tellement de code public et donc ça devient compliqué. Mais oui, mais les grandes organisations mettent en place... de toute façon, aujourd'hui, il faut permettre aux gens d'utiliser de l'IA sans rien faire fuiter. Et donc, il faut de toutes les manières mettre en place une sacrée organisation pour avoir une traçabilité, une réversibilité sur tout le code qui a été produit en utilisant une IA qui, pour ne rien faire fuiter, est nécessairement privée. Mais je reconnais que les startups, ça marche pas comme ça. Hein. Et elles vont faire fuiter des secrets, hein, ça c'est sûr. Pour revenir vraiment à la question initiale du secret et à quoi ça sert et comment s'en servent les attaquants, ce qu'on voit nous aussi, c'est que finalement un secret, et tous les gens qui vont travailler sur les infostealers et qui parlent d'accès initiaux ont les mêmes réflexions. Pour un attaquant, c'est quand même idéal d'avoir accès à un secret, à quelque chose qui lui permet de s'authentifier comme Guillaume ou comme Gaëtan. Parce que pour les équipes de défense, ça va être très difficile de savoir si c'est la vraie personne qui s'authentifie ou si c'est un attaquant. Alors, il y a plein de choses qui existent en sécurité, mais ça rajoute encore des mécanismes supplémentaires. Le secret valide, ça reste quand même assez facile d'accès. Ou même quand c'est un logiciel, si c'est le logiciel légitime qui a le secret pour s'authentifier, ou un attaquant. Exactement. Et selon vous, où est-ce qu'on trouve le plus grand nombre de secrets et est-ce que les choses évoluent? Est-ce avant, par exemple, le plus grand nombre se trouvait dans le code et maintenant, on voit de plus en plus dans les messageries ou dans le mail? L'endroit où nous, on observe le plus de secrets, ça reste aujourd'hui GitHub pour une raison assez simple, c'est le volume de données qui transitent par là. En fait, le nombre de commits à l'année sur GitHub est tellement colossal que même si la proportion de commits qui contiennent un secret devient petite, ce qui n'est pas le cas,
ça continue de représenter des volumes qui sont considérables. On parle de dizaines de millions de secrets à l'année, ce qui est vraiment considérable. Typiquement, il y a une étude qu'on a menée en 2025 concernant les secrets exposés dans les images Docker, donc sur Docker Hub, donc un peu le même principe, on est sur GitHub, Docker Hub, même genre d'infrastructure, on change du code par des images, et on trouve beaucoup de secrets, on en trouve moins que sur GitHub, pour la simple et bonne raison qu'il y a moins de volume. En revanche, la qualité entre guillemets du secret qu'on trouve est meilleure sur Docker Hub que ce qu'on peut voir sur GitHub. Ce qu'on pense amener à cette meilleure qualité entre guillemets sur Docker Hub, c'est le fait que les conteneurs qu'on pousse sur Docker Hub sont plus proches de la production. Une image qui est poussée sur Docker, on est à une ligne de commande de la faire tourner sur un système de production. Et le système de production, c'est l'endroit terminal où le secret doit aller. Et plus on se rapproche de ce point, et plus on trouve de secrets qui sont intéressants. Et quand je dis intéressants, on parle principalement de secrets valides, des secrets qui fonctionnent effectivement à un instant T. Et donc sur Docker Hub, on voit moins de secrets, mais plus de secrets valides typiquement. C'est une autre manière de trouver une source intéressante de secrets. Ensuite, pour les parties entre guillemets canaux de communication, système de messagerie, système de ticketing, c'est plus difficile de mesurer une quantité, parce qu'on n'a pas de source publique de grande envergure comme on peut l'avoir avec Docker Hub ou GitHub. Et donc la seule chose sur laquelle on peut se baser, c'est sur soit des fuites publiques, soit sur les données de nos clients, mais qui ne sont pas forcément représentatives des cas d'usage de la communauté. Là où il y a le plus de secrets, c'est une question qui reste difficile. D'où ce qu'on constate, c'est chez nos clients, c'est dans le domaine privé où il y a le plus de secrets, mais forcément il y a un biais en disant ça. Une autre question intéressante, c'est finalement c'est quoi l'endroit, quels sont les endroits les plus farfelus où il peut y avoir des secrets. Donc on a parlé de la messagerie, éventuellement un Drive, un SharePoint, du code. Les systèmes de ticketing, et pas seulement des ticketing liés au code, tout ce qui va être ticketing lié à la relation client. C'est des choses où on voit aussi donc des objets comme Zendesk, c'est des choses où on peut voir aussi des secrets, et puis des choses que moi je considérais à l'époque un peu plus farfelues, Salesforce. Il y a des gens qui mettent des secrets dans Salesforce. Il y a une campagne l'année dernière d'attaquants suite à le hack de Salesloft Drift, si ma mémoire est bonne, et les analyses qui ont été faites rapidement, et notamment par Google, disaient « Scannez vos secrets dans Salesforce », qui est pas forcément non plus un service très adapté à ça. Il s'avère que tout un tas de personnes, dont GuideGuardian, ont publié, on va dire, des incantations, des formules magiques pour aller sortir des données et les scanner. Mais cette utilisation du secret, le fait qu'il soit mis en dur, on peut le retrouver dans vraiment plein d'endroits. Et les endroits, il y en a vraiment des farfelus. On en trouve beaucoup. Gaëtan, il a déjà trouvé des mots de passe d'utilisateurs de GitHub dans les métadonnées d'un repo Git. Et donc là où la personne, vous allez taper votre git config, votre adresse email, et bien l'utilisateur que Gaëtan avait trouvé, il avait mis son adresse email, et dans l'information d'après, il a mis son mot de passe. Si vous regardez quelque part, vous allez trouver un secret. C'est un peu caricatural, mais c'est notre métier. Encore une fois, on a un biais. Notre métier, c'est de détecter des secrets et de les remonter à nos clients. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de limite. Je voulais juste donner un exemple d'endroits où il y a des secrets où on ne s'attend pas, c'est dans les tickets de support technique, quand ils te demandent de faire des captures, des points HAR avec Chrome, qui sont en fait des rejets de trafic, et dedans, il y a tous tes cookies, en fait. Oui, ça fait partie des endroits intéressants. Les systèmes de ticketing, c'est vraiment un lieu à part. En 2025, il y a une branche de Orange en Roumanie qui s'est fait compromettre un Jira, dans lequel du coup on retrouve tout un tas de tickets qui étaient aussi bien des tickets internes que des tickets plus ou moins indirectement liés à des cas de clients. Et dedans on retrouve une quantité de mots de passe clients qui est assez dérisoire. J'ai plus les chiffres en tête, ça fait un moment qu'on avait étudié cette donnée, mais on était de l'ordre de milliers de mots de passe clients, de jetons d'authentification de clients, de jetons de session qui transitent dans les tickets, dans les services de ticketing en interne. C'est fou. Oui, mais là, il faut s'en servir quand même assez vite, ça expire. Les mots de passe assez...
Ah oui, je pensais aux sessions. Oui, oui, bien sûr, oui, les jetons de session sont des secrets qu'on peut appeler short-lived ou de durée de vie courte, qui sont effectivement difficilement exploitables du point de vue d'un attaquant, même si quand on fait les études, on se rend compte qu'un certain nombre de secrets qui sont dits short-lived sont exploitables pourvu qu'on soit positionné au bon endroit au bon moment, ce qui est aussi quelque chose dont les gens ne se rendent pas forcément compte. Et il est assez facile d'oublier que ces jetons-là sont exploitables, même si c'est pas forcément aussi facile que quand on fait fuiter un secret qui va avoir une durée de vie plus longue. Quelle méthode vous utilisez pour détecter tous ces secrets? Grep. Bah ça, c'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, il y a vraiment deux types de secrets et du coup deux manières différentes de les détecter. Donc, d'un premier côté, les secrets qu'on appelle spécifiques, qui donc suivent un format qui est bien connu, facilement identifiable et qui donne lieu à assez peu de faux positifs. Donc, si on reprend l'exemple typique, c'est les jetons d'authentification GitHub, qui sont tous préfixés par GH, mettons GHP pour un token personnel, underscore, puis une suite de caractères dont la longueur est connue. Et donc en fait, tous ces jetons-là sont assez faciles à repérer avec une simple regex. On fait du pattern matching tout bête. Pour les secrets qui sont génériques, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu plus difficile dans la mesure où on n'a pas de format connu et donc en fait on va chercher des chaînes qui ressemblent grosso modo à des secrets. Donc quand on dit ressemble grosso modo, on va calculer des métriques du type soit l'entropie de Shannon, qui est une métrique un peu douteuse pour repérer des secrets, mais qui permet à minima d'isoler les chaînes qui semblent aléatoires dans les grandes lignes, soit d'autres types de métriques comme la perplexité comparée à une base probabiliste calculée sur, mettons, du code source ou du langage naturel. Et donc ça permet d'isoler des chaînes de caractères qui ont l'air d'être à peu près aléatoires ou qui ressemblent à des secrets de loin, qui a le mauvais goût de générer pas mal de faux positifs. Et ce qu'on va faire là-dessus, nous, après, c'est faire du post-traitement. Donc tout ce qui va être générique va passer à travers diverses machines qui sont constituées pour une partie de code classique, d'analyse du contexte, et mélangé avec des algorithmes de machine learning qui sont entraînés sur des centaines, des milliers de cas de secrets connus et qui vont essayer de faire le tri entre ce qui est un vrai positif, ce qui n'est pas un vrai positif, ou un faux positif, qui vont essayer d'identifier le type de service associé et ce genre de choses. Et avec ça, on arrive à avoir un filtrage qui est assez qualitatif. Je crois que l'itération actuelle de notre système de classification des faux positifs arrive à 95 ou 98% de précision. Mais c'est des modèles qui ont été entraînés à la sueur du front de nos équipes de machine learning pour arriver à ces résultats. Et ensuite, vous faites des scans en permanence? Ça se passe par batch? Ça dépend de la source. Sur GitHub, par exemple, on a un flux d'événements qu'on peut analyser en temps réel. Et donc là, on a vraiment du temps réel. Sur les systèmes de messaging, de messagerie, c'est un peu le même principe. On peut réussir à faire du temps réel. Pour certaines sources, c'est moins simple de faire du temps réel. Et donc à ce moment-là, on va essayer de s'en rapprocher au maximum. Donc on va faire du temps quasi réel en utilisant des systèmes de batching sur un intervalle donné qui semble raisonnable selon la vitesse de publication sur la source. Je m'aperçois que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de détection de secrets, mais ça, c'est le problème facile. Et même si on a ces secrets génériques qui sont parfois difficiles à identifier, la partie détection de secrets dans tout ce qu'on va faire, c'est assez facile. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour caricaturer, la détection de secrets, ça pourrait être un grep. Ok, admettons que ce soit vrai, je suis pas complètement d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous faites de tout ce qui est remonté par votre grep? Et c'est ça, finalement, la difficulté là. Je suis d'accord qu'une fois que tu vois qu'il y a des secrets au mauvais endroit, ben comment tu fais pour t'en passer? Aïe, 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 aïe. Il faut que le développeur y bosse et oui, mais tu sais, c'est comme les mesures de sécurité, hein.
tu les identifies, il faut absolument réduire le risque. Ah ouais, mais la prod, elle a autre chose à faire qu'à mettre en place tes mesures. Mais là, c'est pareil, le développeur, il a autre chose que à sortir les secrets de là où ils sont. Exactement. Donc l'idée derrière, et ce qu'on propose aussi, ça va être toute la partie attribution de secret à quelqu'un dans l'entreprise, essayer de savoir si c'est vraiment utilisé, est-ce qu'on peut le révoquer, comment on remédie, proposer des modifications du code, éventuellement proposer à pousser le secret dans le Vault. Oui, mais on peut pas utiliser une IA qui reprogramme cette partie-là sans laisser de secret dans le code? C'est pas forcément une IA, mais on va proposer dans le cadre de la remédiation, typiquement, voilà, un fichier .env avec un secret hardcodé, on va proposer différentes choses. On va pouvoir proposer des révocations automatiques, on va pouvoir proposer une rotation du secret, l'injection dans un vault, et donc finalement tout le cycle de vie du secret qu'on considère et qu'on commence à prendre en compte à partir de la fuite, on va le proposer comme service pour nos clients. Mais cette partie-là, elle est compliquée. Parce que comme tu disais, qui va le faire, pourquoi je prendrais le temps de le faire, et puis il y a même la problématique bien supérieure, c'est si personne se lève et dit « moi je pense que ce secret, on peut le révoquer et ça aura aucune incidence sur la production », si personne se lève et dit ça, on va rester dans une espèce de ventre mou de « on va peut-être rien faire parce que ça a peut-être caché quelque chose ». Eh oui, on a toujours peur de casser. En fait, la question aussi, c'est qui paye. C'est-à-dire que là, il y a la sécurité qui fait en sorte qu'on détecte là où il y a des secrets qui ne devraient pas être. Et après, qui paye la correction. Et là, il n'y a jamais personne pour payer la correction. Il n'y a jamais personne pour payer la correction, et d'où l'intérêt d'avoir un outil un petit peu intégré qui va proposer ses choix et proposer ses bonnes pratiques. Et réduire le coût. Et réduire le coût. On se retrouve sur ces problématiques de secret entre des équipes purement dev, et donc aussi ces problématiques de shift left, donc de pousser un petit peu du processus de sécurité sur le développeur, d'équipes de sécurité qui vont détecter, et de plus en plus, avec les agents, avec des API un peu plus ouvertes, avec aussi des équipes qui vont faire de la gestion d'accès, des équipes qui vont faire de l'identité et de l'IAM. Donc on se retrouve un peu à la croisée des chemins de tous ces gens qui doivent avoir un outil commun et collaborer entre eux pour améliorer les choses. Et si en plus on considère que le Vault est géré par une autre équipe, ça rajoute encore d'autres gens dans l'équation. Et Guillaume, tu parlais d'un outil qui va proposer des remédiations. Est-ce que c'est l'outil qui le fait ou est-ce que vous avez une équipe Professional Services qui, en fonction des rapports qui sont remontés, va proposer de mettre en place différentes briques ou approches? Non, ça fait purement partie du produit. Le produit, chez nous, ça va être, pour vulgariser, un site web, une interface web qui va vous présenter vos secrets et qui va vous demander différentes choses et qui vous présente aussi ces éléments de rémédiation. En plus d'un score de risque, comme on a pu parler tout à l'heure avec Gaëtan. Mais on n'a pas de professional service pour lesquels on va modifier votre code. Ok, est-ce que vous souhaiteriez apporter le mot de la fin? Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point le secret est encore déconsidéré, entre guillemets, quand on parle de sécurité. On a des exemples assez flagrants de ça, où assez fréquemment, dans le cadre de nos recherches, on va trouver des secrets qui appartiennent à des diverses entreprises, diverses personnes, et à qui on va remonter des alertes directement. On prend nos petits doigts, on envoie des mails aux gens en leur disant « Attention, tel secret a fuité, il est relativement critique, il faudrait le corriger ». Et on reçoit des réponses qui sont parfois assez étonnantes pour n'en dire le moins, qui généralement montrent que les gens soit finalement ça leur importe pas tant, soit voire carrément ils s'en fichent. Et c'est vraiment choquant quand on met en perspective avec ce que les attaquants utilisent comme technique aujourd'hui et de plus en plus. On a une formule qui est un peu commune à toute l'industrie qui dit aujourd'hui les attaquants n'attaquent plus, ils se loguent. Sous-entendu, ils utilisent simplement les secrets que vous laissez traîner par terre et ils rentrent chez vous et ils n'ont plus besoin de grand-chose de plus. Et malheureusement, c'est relativement vrai. Et à côté de ça, on a des gens qui déconsidèrent le secret, qui considèrent pas ça comme un vecteur d'attaque important ou qui souhaitent pas remédier. Cet état de fait-là, à mon avis, doit changer si on veut éviter des tornades de compromission comme on peut en avoir aujourd'hui, y compris en mars
avec toutes les supply chains et les campagnes d'info-stealers et j'en passe. Et mon mot de la fin sera vraiment similaire à ce que vient de dire Gaëtan. C'est ce constat du secret qui est peut-être un petit peu trop déprécié. Peut-être que le secret, c'est pas une problématique de cybersécurité vraiment absolue. Néanmoins, les attaquants s'en servent. C'est quelque chose d'assez facile à traiter en termes de détection, en termes de remédiation. Probablement plus facile que d'aller chercher des grosses vulnérabilités, corriger des grosses vulnérabilités comme on peut voir récemment. Et mon mot de la fin, ça serait effectivement d'essayer de, même si tout ça, ça peut prêter à sourire, ce sujet paraît léger. Aujourd'hui, les attaquants s'en servent. Aujourd'hui, on voit des grosses vagues d'attaques qui vont spécifiquement chercher les secrets et les utiliser pour aller mener des choses en profondeur dans des réseaux. Donc, mon mot de la fin, c'est faites attention à vos secrets et puis ne les partagez pas publiquement. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Gaëtan, Guillaume, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.